L'objectif aussi ce soir, c'est vraiment d'essayer de vous présenter ce qu'on a fait, dans quoi on a investi et vers où on va. La soirée va se dérouler en 3 parties. On ne se refait pas, hein, en 3 parties. La première partie sera essentiellement dédiée justement à nos innovations. Vous expliquer en fait quelles sont les participations actuelles de Time for the Planet. Cette partie va être présentée par Mehdi Colli, qui est gérant et directeur général de Time for the Planet. Ensuite, on parlera de nos perspectives et de là où on en est. C'est Claire Donien qui vous présentera ça. Elle est directrice générale de Time for the Planet et en lead sur tous les sujets de levée de fonds. Moi-même, je présenterai la 3e partie de manière un petit peu spontanée, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui à être investisseur pour la planète, et notamment vous expliquer quel est le modèle d'impact qu'on a à Time for the Planet et comment est-ce que on envisage ça au sein du projet. Et à l'issue de ces 3 parties-là, l'objectif c'est de vous permettre d'échanger. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter sur un petit bout de papier ou sur votre téléphone et on fera passer un micro dans la salle. Dernière chose, on est accueillis ici à Châteauforme. Châteauforme est une entreprise qui est actionnaire de Time for the Planet et qui nous met gracieusement à disposition ces merveilleux locaux. Donc un immense merci à eux. Ils nous mettent à disposition des locaux comme ceux-là, mais aussi pour faire des séminaires, pour organiser des choses avec des personnes importantes du projet. Donc vraiment un chaleureux merci. Et je laisse la place à Mehdi Colli pour commencer. Bonsoir. Alors effectivement, c'est vrai que quand on regarde Time for the Planet juste sur les réseaux sociaux, on peut se dire mais il n'y a quand même pas très souvent des nouvelles des entreprises dans lesquelles on a investi. La raison, elle est très simple, c'est que quand on poste sur nos innovations, on fait 15 likes. Et quand on poste sur des trucs marrants qui engagent les gens, on fait des milliers de likes. Or, sur les réseaux sociaux, notre objectif central, c'est la notoriété. Parce que sans notoriété, le projet n'est pas possible. Pour plein de raisons. Et je pense que cette soirée a aussi pour but de vous illustrer ces raisons, à quel point ça nous donne des avantages compétitifs incroyables d'avoir une très grande communauté, une bonne notoriété, une marque qui a une bonne image. Maintenant, on aime, nous, quand même, communiquer essentiellement sur ce qu'on fait au quotidien, parce qu'en fait, faire des posts sur LinkedIn, c'est 1% de notre travail. Et au quotidien, on travaille sur le fait d'arriver à ce qu'une technologie qui pour l'instant n'est qu'un prototype, ou même pas encore un prototype, puisse s'imposer mondialement. C'est un défi gigantesque pour lequel on a annoncé un plan, et maintenant, on a réalisé une bonne partie de ce plan. Bien sûr, pas la totalité, mais pour les premières innovations dans lesquelles on a investi, et c'est ça qu'on voudrait vous montrer, parce que quand vous en parlerez après autour de vous, ça vous permettra aussi d'être beaucoup plus concret dans la façon dont vous voulez présenter ça en tant qu'actionnaire de Time. Alors, dans quoi est-ce qu'on a investi? Donc déjà, le scope d'investissement, pour nous, c'est forcément une innovation qui, si elle devenait mondiale, permettrait de baisser les émissions de CO2 d'au moins 1%. Juste cette innovation-là, est-ce qu'elle permettrait de faire baisser les émissions mondiales de 1%? Ça, c'est le scope. Alors, on a une sorte de tableau dans lequel on arrive à dire est-ce que cette innovation, elle rentre dans une de ces cases-là? Je ne vais pas vous faire tout le tableau. En fait, la seule chose à bien comprendre, c'est qu'il y a 5 grands secteurs qui font quasiment toutes les émissions de CO2 mondiales. La production d'énergie, l'industrie, le transport, l'agriculture et le bâtiment. Donc forcément, ça va être dans ces 5 colonnes-là. Et après, pour chacun de ces grands sujets, il y a 4 façons de faire baisser les émissions de CO2. Il y a produire sans émissions de CO2. Donc ce que je produisais avec du carbone, je le produis sans carbone. Il y a améliorer l'efficacité de l'énergie. Donc quand j'utilise une quantité d'énergie donnée, j'arrive à faire plus. La sobriété, arriver à continuer à produire ou à réaliser une activité ou un service, mais avec beaucoup moins de besoins. Et puis la captation, qui n'est pas forcément toujours très connue, mais dont le GIEC dit qu'elle va être fondamentale et qu'on ne pourra pas faire sans, parce que tout simplement, les émissions de CO2 qui sont actuellement en train d'être envoyées dans l'atmosphère, elles vont y rester 10 000 ans. Et donc il va falloir qu'une partie, on la séquestre pour pas qu'elle continue à alimenter l'effet de serre.
Donc ça, c'était le système de sélection de Time for the Planet en 30 secondes. Je vous ai dit, la notoriété, c'est super important pour nous. Déjà parce que la notoriété fait qu'on est très nombreux. Et il se trouve que là, depuis 1 an et demi, on a reçu 1000 innovations. Et que dans notre équipe, là, personne n'est capable de les évaluer, les 10 permanents. Donc comment est-ce qu'on fait pour arriver à savoir dans lesquels il faut investir? Eh bien déjà, la première étape, c'est les évaluateurs. Ce sont des milliers de personnes, en tout 8000, qui ont suivi une formation en ligne sur comment évaluer nos innovations. On a créé une plateforme pour qu'elles puissent évaluer et qui nous ont permis de savoir quelles étaient, dans les innovations qu'on avait reçues, celles qui sont avec le plus d'impact potentiel. Ça ne nous dit pas si elles marchent technologiquement, ça nous dit juste est-ce que l'impact est là. Et ensuite, on va à notre comité scientifique. Ce sont des gens qui sont issus des plus grands laboratoires français. Vous avez vu CNRS, INRAE, Commission européenne aussi pour la partie méthodologie. Ce sont des gens qui ont en fait décidé de donner plusieurs jours par an gratuitement à Time for the Planet. Ils le font parce que ils se rendent bien compte que ça embarque beaucoup de monde. Donc, hyper important, là encore. À la fin, on fait des tests marchés. Des tests marchés, ça veut dire tout simplement qu'on va voir des clients potentiels et on leur dit « Est-ce que vous êtes prêts à acheter ou pas ?» Et là encore, c'est le nombre, la notoriété. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de chercher bien loin, on va juste chercher parmi nos actionnaires. Là, il y a 2 semaines, on faisait une expertise chez un de nos actionnaires qui possède des centaines de stations de service en France, parce qu'on avait une innovation qui allait sur ce sujet-là. Bon, bah, c'est juste un coup de fil, un rendez-vous. Est-ce que, oui ou non, vous êtes prêt à installer un prototype? Oui, ok. Ça nous donne une vraie vision de est-ce qu'il y a un marché ou pas pour cette innovation. 1000 innovations pour à la fin avoir 6 dans lesquelles on a validé un investissement, 5 dans lesquels on a déjà investi. Donc il y a beaucoup d'écrémage là-dedans parce qu'on veut être sûr d'aller sur des sujets qui ont un impact vraiment très important et qui sont vraiment faisables. Alors, celle-ci, on a investi dedans en janvier dernier. Leviathan Dynamics. Le système est très simple. C'est que lorsque vous avez besoin de refroidir quelque chose, que ce soit pour fabriquer des biens ou des services ou des bâtiments, donc la climatisation, vous avez des gaz qu'on appelle les gaz HFC qui sont émis parce qu'ils fuient des systèmes de climatisation. Et ça, tout seul, c'est 2 à 3% du CO2 mondial. Juste ça. Leviathan Dynamics a trouvé une façon de le remplacer par de l'eau en circuit fermé, donc quelques litres, hein, c'est une chasse d'eau. Nous, on a identifié une technologie qui existe depuis un moment, parce qu'en fait, ça faisait 6 ans qu'ils avaient commencé à travailler sur le sujet. Ils avaient déjà des prototypes, mais ce sont des scientifiques. Et nous, notre thèse, c'est que c'est très rare qu'un très bon scientifique soit en même temps un très bon entrepreneur. Ça peut arriver, mais c'est très rare. La pratique nous a confirmé à quel point on avait raison, c'est même pire que ce qu'on pensait. Eh bien, eux, ils n'avaient jamais fait de chiffre d'affaires parce qu'ils n'avaient jamais vendu, parce qu'ils ne font pas le passage facilement entre une technologie et un produit. Donc, la thèse de Time for the Planet, on a cherché un CEO, quelqu'un qui a une vraie capacité entrepreneuriale démontrée, existante, qui connaît le marché en question, qui est dans le monde industriel. Et on a fait, pendant la phase d'évaluation, matcher l'équipe avec cette personne-là, avant d'investir. Et une fois que l'investissement s'est présenté, cette personne a décidé d'investir financièrement. C'est-à-dire que non seulement elle a dit « Ok, je serai CEO de cette entreprise, mais en plus, je vais mettre de l'argent dedans parce que j'y crois. » Chose qu'on ne lui avait pas demandé. Et on leur avait laissé 1 an et demi pour vendre 3 prototypes. Ils l'ont fait en 4 mois. Au bout de ces 4 mois, on avait dit on met 300 000 et après on remettra 1,5 million. Si vous avez vendu 3 prototypes, au bout de 4 mois, on était obligé de remettre 1,5 million. On n'avait pas prévu de les sortir à ce moment-là, mais on a été obligé de les sortir. Parce qu'ils sont allés beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Ça, c'est vraiment le rôle du CEO. Pour vous donner un petit peu aussi de façon très concrète, comment on évalue le potentiel des innovations. Nous, vous le savez, on ne va pas vous distribuer de dividendes financiers. Vous avez acheté des actions, mais vous savez que vous ne percevrez pas de dividendes financiers sur ces actions. Par contre, vous allez recevoir un retour carbone qu'on appelle le dividende climat, le nombre de tonnes de CO2 qui ont été réduits grâce à votre investissement. Donc nous, on monitore ça avec une méthodologie. Et c'est ça qu'on s'engage à faire pour vous. Mais quand on cherche quelles sont les meilleures façons de vous amener du dividende climat, on se dit, OK, quelle taille il faut que cette entreprise atteigne pour pouvoir avoir un impact significatif?
Donc ce tableau, il illustre bien ça, parce qu'en fait, il vous dit, projetons-nous même à 10 ans, cette boîte-là, si dans 10 ans, elle fait 228 millions de chiffre d'affaires, pour une boîte industrielle, c'est une belle réussite, mais ce n'est pas non plus un mastodonte, elle est capable de faire ressortir 600 000 tonnes de CO2 annuelles. Chiffre qu'on peut considérablement augmenter grâce à l'open source, qui fait partie aussi de la théorie d'investissement de Time for the Planet, qui est de dire on va créer des licences. Alors c'est pas totalement de l'open source, c'est de la licence libre, c'est-à-dire qu'il faut quand même signer un contrat. C'est pas n'importe qui a accès à la technologie. Pour y avoir accès, il faut signer un contrat et il y a des conditions. Ça, je vais pas y revenir parce que c'est pas forcément l'objet, mais en tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit ces 600 000 tonnes, on pense que sur ce marché-là, ça peut devenir 30 000 milliers de tonnes, donc 30 millions de tonnes du coup. Donc, juste une technologie qui se déploie. Et ça, c'est des chiffres qu'on essaye de faire le plus réaliste possible. Donc évidemment, notre but, c'est de faire beaucoup plus que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire, OK, on est capable de faire 600 000 tonnes de CO2 réduit annuel avec juste une boîte qui fait 228 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose de crédible. Carbon Time. Alors ça illustre aussi très bien l'intérêt de la forme qu'a pris Time for the Planet. Parce que ça peut paraître surprenant au début de dire on ne va pas distribuer de dividendes financiers. Dans le cas de cette boîte-là, c'est impossible de financer cette technologie autrement qu'avec le système Time for the Planet. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette techno, c'est une technologie qui s'applique dans le champ de la captation, séquestration du CO2. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va utiliser de l'olivine, qui est une roche volcanique, qu'on va dissoudre dans l'eau des océans. Et en étant dans l'eau des océans, elle va capter le carbone qui est dans l'océan et le séquestrer au fond de l'eau pour des millions d'années. En faisant ça, comme le CO2 qui est présent dans l'eau doit être mécaniquement toujours le même que celui qui est présent dans l'air, il va y avoir l'océan qui va capter le CO2 qui lui est présent dans l'air, ce qui nous intéresse in fine. Ça fait 30 ans que le principe est connu. Il y a de la recherche un peu partout dans le monde. Et là encore, ce sont des chercheurs. Une fois qu'ils ont publié, ils passent à la suite. Eux, ils ne sont pas là pour déployer. Nous, on est là pour déployer. Et le problème, c'est qu'entre le moment où on investit financièrement dans cette innovation-là et le moment où on est vraiment capable de mettre des quantités importantes d'olivine dans l'eau avec des autorisations qui nécessitent du coup d'avoir fait des tests sur différents écosystèmes marins, il peut se passer 10 ans. Sauf que cette innovation-là, elle est capable de capter des quantités de CO2 qui sont tellement importantes que ça pourrait remplacer une grosse partie de la problématique liée à la déforestation. Parce que, vous savez, planter des forêts, c'est très utile pour capter du CO2, mais le gros problème avec les forêts, on l'a vu cet été, c'est que ça brûle. Donc, on peut faire des gros efforts pour faire pousser des arbres qui ne vont pas beaucoup capter pendant quelques années, et puis finalement se retrouver avec une forêt qui, au moment où elle pourrait capter, commence à brûler. Donc, on ne peut pas parier que sur la captation par les arbres. Cette captation-là, elle est minérale, elle est définitive, parce qu'on parle de millions d'années, donc nous, on considère qu'à partir de millions d'années, on parle de définitif. Et donc, il faut absolument pousser la recherche dans ce domaine-là, mais il ne faut pas que en rester à la recherche. Il faut agir entrepreneurialement. Et donc, le CEO qu'on a trouvé, profil très différent, lui connaissait très bien les mécaniques qui sont liées au crédit carbone. Donc, le financement de la séquestration en général, c'est par des crédits carbone, qui sont des tonnes de CO2 certifiées que les grandes entreprises achètent. Il connaissait aussi plutôt bien les mécanismes de financement carbone autres que le crédit carbone, donc les green bonds, des choses comme ça. Et donc, on savait que ce projet, ça allait être aussi une question de bien maîtriser cet environnement-là. Parce que nous, on met l'argent que personne ne veut mettre, au moment où c'est le plus risqué. Mais une fois qu'on arrive à démontrer qu'il n'y a pas de risque pour l'environnement lorsqu'on met cette olivine dans l'eau, ce qui est plutôt ce qui ressort des recherches actuelles, mais qui a besoin d'être testé dans le monde réel, après, on sait qu'on est capable d'aller lever beaucoup d'argent dans le monde capitaliste classique, avec des retours sur investissement qui sont acceptables, 5, 7, 8 ans. Mais par contre, là, à 10 ans, non, personne ne le fait, sauf nous. Résultat, on a pu, en l'espace de moins d'un an, récupérer 7 années de tests qui ont été effectués dans le cadre d'un des laboratoires les plus avancés du monde sur le sujet. Et on l'a fait avant que ces données soient récupérées par une entreprise américaine qui voulait les privatiser. Donc il y avait une entreprise américaine qui s'est positionnée en disant « ces 7 années de recherche, je vais les récupérer, je vais en faire un brevet et je vais cadenasser ». Et nous, parce qu'il y a le mouvement citoyen derrière,
On a convaincu les scientifiques qu'il valait mieux nous les vendre à nous parce que nous, on allait le rendre libre et faire en sorte que ça puisse être appliqué le plus vite possible, à la plus grande échelle possible. Donc Yvan, il a réussi à récupérer ces données avant qu'elles soient privatisées. Donc là encore, vous voyez l'interaction permanente qu'il y a entre un mouvement citoyen de plein de gens qui disent « je soutiens Time for the Planet et c'est tout », et ce que nous, on est capable après de réaliser. Autre exemple, on avait besoin d'autorisation gouvernementale. En quelques coups de fil, on a pu accéder à la ministre de l'Environnement de l'époque et avoir un rendez-vous avec elle en tête-à-tête et une lettre de soutien qui nous a ouvert ensuite des portes sur les municipalités pour avoir des autorisations là, pour tester à différents endroits. Donc, la puissance du réseau est fondamentale. Ça nous aide tous les jours. Il n'y a pas une journée sans que ça aide à quelque chose. Alors, Beyond the Sea, aussi un cas très intéressant. Le secteur maritime, donc les bateaux de la marine marchande qui transportent les biens et les services qui sont produits un peu partout dans le monde, alors selon les estimations, des fois on voit 2%, des fois c'est 4% des émissions mondiales, ça dépend comment c'est compté. Mais vous voyez un peu l'ordre de grandeur. Cette marine marchande, elle n'est pas encore prête à passer à autre chose que le fuel. Ça va prendre énormément de temps avant qu'on puisse changer la motorisation. Et on ne sait pas comment on va faire. Parce qu'en fait, des batteries suffisamment grosses pour pouvoir les passer à l'électricité, ce n'est pas trop crédible. Il y a l'hydrogène qui peut être une piste, mais qui pose aussi plein de problèmes de sécurité, etc. À court terme, il y a une solution qui permet de réduire de 20% tout de suite la consommation de carburant. Donc aussi un gros avantage économique. Cette solution, c'est de mettre un kite, donc comme en kitesurf, donc c'est une voile, qui va tracter le bateau. C'est une voile bien sûr géante, on parle de 200, 400, 800 mètres carrés, qui va le tracter et qui va du coup diminuer le besoin de carburant. Ça, c'est pareil, ça faisait 10 ans qu'on savait que c'était possible. La boîte de Yves Parlier, qui est donc Beyond the Sea, Yves Parlier, certains doivent le connaître, c'est un navigateur qui a gagné pas mal de courses. Cette boîte-là, ça faisait des années qu'un peu tout le monde en parlait. Elle n'avait jamais réussi à sortir un prototype. Jamais, depuis 10 ans. On a investi en février dernier. Le CEO est venu un peu plus tard. On a mis un peu plus de temps à trouver la bonne personne. Il est arrivé en septembre. Eh bien, 1 mois et demi plus tard, le prototype est sorti. Il passait dans Envoyé spécial, il passait aussi en Thalassa. Enfin, voilà. Tout de suite, ça a fait de la presse. Pourquoi ? Exécution. Mise en ordre du projet. Arrêter de toujours repousser pour que ce soit un peu plus parfait, un peu plus certain, etc., etc. Le prototype, il est à l'eau et en ce moment, il navigue pour récupérer des données. Donc, au passage, il y a d'autres projets qui existent sur le sujet, notamment portés par Airbus, où là, il n'y a pas encore de prototype à l'eau. Et on a des très grosses dividendes climat à récupérer sur ce projet-là, parce qu'en fait, il n'y a que 100 000 bateaux. Donc le marché, il est défini, clair, 100 000. Et que le kite a un gros avantage par rapport à tout autre type de technique, c'est qu'il peut être placé sur n'importe quel bateau sans avoir besoin de réduire sa capacité de charge. Donc vous pouvez embarquer tout ce que vous embarquez, vous n'avez pas besoin de diminuer le nombre de denrées que vous allez transporter, donc le chiffre d'affaires qui est lié au bateau. Là encore, dans le cadre de notre investissement, le réseau a aidé, puisqu'on a pu parler au directeur innovation de la CMA-CGM, par le biais d'un actionnaire de Time, qui nous a mis en relation et qui nous a dit qu'effectivement, selon lui, c'était la solution la plus court terme pour faire baisser en grande masse les émissions liées au secteur maritime. Et c'est vrai que c'est le genre d'information dont on a besoin. Et quand elle vient de l'innovation d'une des plus grosses entreprises mondiales sur le sujet, ça fait gagner un temps phénoménal. Shiva. Autre exemple, alors là, on est vraiment sur un tout autre type d'investissement, puisqu'on est dans le domaine de l'hydrogène. Alors, dans le domaine de l'hydrogène, vous devez, je pense, le savoir, le principal sujet, c'est que 95% de l'hydrogène actuellement est produit en fait de façon carbonée. Donc, ça veut dire que même si au moment où on l'utilise, il n'y a pas d'émissions de CO2, en fait, les émissions, elles ont eu lieu avant. Donc, pour faire de l'hydrogène vraiment vert, il faut faire de l'électrolyse. Ça veut dire qu'il faut utiliser des énergies renouvelables pour produire l'hydrogène. Et donc, la grande question, c'est combien d'énergie il faut que j'arrive à rassembler pour pouvoir faire une quantité donnée d'hydrogène. Donc, c'est ce qu'on appelle le rendement.
Le principal sujet de l'hydrogène, c'est le rendement. Dans le cadre des sélections, on a vu passer cette innovation avec un regard un peu étonné, parce qu'on sait que dans ce domaine-là, déjà, si vous améliorez le rendement de 2%, ça intéresse tout le monde. Et là, on était sur des rendements considérablement plus élevés, 30%, 40%, voire 50% d'amélioration du rendement. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que cette innovation est portée par un innovateur indien qui n'a pas du tout pensé son sujet pour le sujet du rendement d'hydrogène. Lui, il était sur rendre accessible la flamme à tout le monde en Inde, même les gens qui sont assez éloignés de tout, dans des villages, etc. Sauf que quand on a vu passer le truc et qu'on a vu le niveau de rendement annoncé, on s'est dit, attends, là, il y a quand même quelque chose. Et donc, on a discuté avec eux, on leur a dit, est-ce que vous seriez prêts à ce qu'on crée une entreprise à côté qui aurait un autre objet et qui diffuse en open source? Donc l'innovateur indien y était totalement favorable, puisque lui, il a déjà dans sa famille eu des drames liés au changement climatique, donc il est très animé par le sujet climat. Et donc il a dit d'accord. Donc simplement, vu que c'était des résultats qu'on ne pouvait pas challenger de façon indépendante, on a dit pour l'instant, on va juste mettre un petit ticket, donc beaucoup moins important que ce qu'on a vu jusqu'ici, 100 000 €, pour que vous puissiez faire vérifier par un tiers, donc un laboratoire indépendant, que vous arrivez effectivement à ce niveau de rendement-là. Parce que si c'est le cas, à ce moment-là, on va pouvoir mettre les moyens pour aller beaucoup plus loin. Donc cet investissement qui a eu lieu en mai ou juin, c'était 6 mois pour arriver à faire cette preuve-là. Et donc en janvier prochain, on aura les résultats. Et si les résultats sont bons, on va revenir devant l'Assemblée générale avec une demande d'investissement beaucoup plus importante. On va mettre un CEO. Et on va faire comme avec les autres entreprises présentées jusqu'ici. Donc vous le voyez, il y a différents niveaux d'avancement. C'est-à-dire qu'entre un carbone impact qui est vraiment de la R&D pure, où les premiers dividendes climat sont attendus dans 5, 6, voire 7 ans, et un Léviathan qui produit déjà du dividende climat dès cette année parce qu'il vend déjà des machines, on a des niveaux différents. Ça reste quand même de l'amorçage. On ne vient pas conforter une scale-up qui est à 2 doigts de faire sa série B à 100 millions. Même si on est contacté très régulièrement pour ça. C'est de plus en plus courant. Donc on dit non. Des futures licornes de 2-3 ans. Pourquoi on dit non? Parce que nous, en fait, c'est pas pour ça qu'on a levé de l'argent auprès de vous. Ces boîtes-là, elles peuvent se financer par le marché classique. Elles sont déjà bouclées sur le modèle économique. Elles ne peuvent pas aller vers une licence libre parce qu'elles sont déjà tonnes d'investisseurs classiques autour de la table qui ne voudront pas entendre parler de ça. Donc on dit non à ça parce qu'en fait, ce qu'ils viennent chercher, c'est la marque et la notoriété. Ça va même de plus en plus loin, puisque maintenant, on a même eu quelqu'un qui est venu au dernier comité scientifique avec aucune intention qu'on investisse dans sa boîte, juste il voulait cocher la case Time for the Planet a validé techniquement mon innovation. Il y a même eu un article dans la presse pour une boîte qui était arrivée jusqu'au comité scientifique. Donc on voit que ça commence à nous créer des problèmes inattendus. Mais bon, on ne va pas se laisser faire, on a commencé à trouver des façons d'arriver à éviter ça, parce que ça nous bouffe quand même du temps d'aller regarder ces boîtes-là. Si c'est pour ne pas investir dedans après, c'est pas grand intérêt. Coolroof, là, on est sur une innovation beaucoup plus avancée, puisque c'est une boîte qui commercialise déjà depuis quelques années, qui faisait 1,5 million lorsqu'on les a rencontrés. Mais eux, ils ont quand même une vraie problématique, c'est que, ils sont très intéressés par l'open source, donc ils veulent qu'on les accompagne pour mettre en place la licence libre. Et aussi, ils veulent se déployer à l'international, et donc ils voulaient qu'on les aide à ça. Eux, ce qu'ils font, c'est une peinture blanche. Alors ça peut paraître bête, mais c'est un process qui est connu depuis plus de 2000 ans, je pense. Que quand vous mettez de la peinture blanche, en tout cas vous faites des toits blancs, l'été, ça refroidit considérablement le bâtiment. Sauf que eux, ils ont réussi à trouver une formule qui tient 20 ans au lieu de 2 à 3 ans sur les peintures classiques. Et donc ça change quand même beaucoup la donne sur le retour sur investissement. Et l'autre point, c'est que leur peinture, elle a un pouvoir réfléchissant beaucoup plus important qu'une peinture blanche classique. Donc c'est déployable dans le monde entier et vous supprimez le besoin de clim. C'est pas compliqué. Il y a même eu un cas vraiment d'école où il y avait 2 bâtiments l'un face à l'autre, un qui avait été fait par Coolroof et l'autre pas fait par Coolroof. Et ben, pendant la canicule de l'été, ils ont eu un problème où ils n'arrivaient pas à faire fonctionner la clim. Les salariés qui étaient dans le bâtiment pas Coolroof se sont mis en grève parce qu'ils disaient qu'on ne pouvait plus travailler dans ces conditions. Et donc en face, nous, pas de problème, pas besoin de clim,
On a un toit blanc, on est équipé. Et voilà. Donc là, on supprime des gaz à effet de serre liés au système de refroidissement et on améliore considérablement la vie des gens. Je vous laisse imaginer de plus en plus comment ça va être dans les écoles qui ont été faites dans les années 80, les enfants qui travaillent dans des conditions où en fait leur cerveau est en train de se liquéfier. Ça change la donne. Donc là, on fait beaucoup d'écoles en ce moment avec Coolroof. Donc là, la progression, elle est très intéressante aussi, puisque on arrive à plus que doubler. Alors là, en plus, les slides sont même pas à jour, puisqu'en fait, l'atterrissage va être encore meilleur que prévu. On va passer de 1,5 million à 4,5 millions à la fin de l'année, donc ça va vraiment faire une très grosse croissance. Alors, on a fait venir les CEO de toutes ces entreprises et puis les innovateurs dans un séminaire qui a eu lieu il y a 3 semaines pour leur demander, après quelques mois, votre retour d'expérience sur le fait d'être rentré dans la galaxie Time for the Planet. Et on leur demandait ce qui était le plus important pour eux et surtout, nous, ce qu'on voulait, c'était voir comment on allait accélérer le fait de les aider. Ils nous ont dit, déjà, il y a un truc tout bête qu'on fait, c'est qu'on va sur le site de Time et quand on a besoin de prospecter une entreprise, on tape le nom de l'entreprise. Parce que sur le site de Time, vous pouvez trouver n'importe quelle entreprise dans le monde. En fait, on est connecté à une API. Vous tapez le nom de l'entreprise et vous savez si elle est actionnaire ou pas. C'est pas tant ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est que quand ils cliquent sur l'entreprise, ils voient qui sont les salariés de cette entreprise qui sont actionnaires de Time. Et en fait, que ce soit des grosses boîtes, bon là, il y en a toujours des dizaines, ou des PME, ils trouvent toujours un actionnaire de Time qui traîne par là. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est le recrutement. Ils nous ont dit, le fait de dire que c'est une boîte Time for the Planet qui recrute, ça les aide énormément à avoir plein de candidats. Parce que les candidats, actuellement, ils cherchent du sens. Et ça les rassure. Ils se disent, ah ouais, si c'est une boîte qui a été choisie par Time, je postule. Il y a aussi le fait de pousser leurs offres. Parce que sur LinkedIn, quand on veut faire savoir quelque chose, on arrive à le faire assez fort. On a une communauté aussi qu'on appelle la Task Force, qui sont des gens qui sont là que pour aider à pousser quelle que soit la communication. Et donc, on peut leur dire, on a posé une offre pour Coolroof, est-ce que vous pourriez aller tous commenter, liker, pour que ce soit hyper visible? Et d'un coup, il y a plein de gens qui candidatent. Donc là, dernièrement, un profil très difficile à trouver pour Beyond the Sea. On a mis en place une offre sur un nouveau site de recrutement qu'on a créé aussi pour les étoiles. Première candidature, c'était le bon. Profil très difficile, très rare. Ils l'ont trouvé grâce à ce système-là. Et là, c'est les balbutiements, parce qu'en fait, on n'a rien fait encore techniquement pour accompagner ça. C'est juste des usages qui se sont faits avec l'existant. Donc, on va pouvoir investir là-dedans pour que la plateforme de Time ne soit pas qu'une plateforme de levée de fonds, mais que ce soit une plateforme au service de nos étoiles, pour leur donner des avantages compétitifs qu'ils pourront trouver nulle part ailleurs. Et ça va aussi aider à attirer les meilleures futures étoiles. Donc là, Julien, le CEO, une machine de guerre, incroyable. Donc ça, c'est le morpion de Time. Notre but, c'est d'arriver à avoir coché toutes les cases le plus vite possible. Mais vous voyez qu'elles rentrent toutes quelque part là-dedans. Donc là, en fait, en synthèse, on a essayé de traduire les tonnes de CO2 en citoyens français. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de se dire est-ce que c'est beaucoup ou pas le nombre de tonnes dont on me parle. Là, vous avez les chiffres hors open source, donc que les commercialisations de nos propres innovations. Mais si vous prenez par exemple Shiva, où on a la chance d'être vraiment assez early stage dessus, sur un marché comme l'hydrogène, ça peut très très vite être mondial et dépasser très considérablement le cadre de juste cette boîte-là. Et donc, c'est là que je vais vous expliquer un peu plus comment est-ce qu'on fait cette démultiplication et donc le retour sur investissement climat pour vous. C'est que nos licences libres, contrairement à de l'open source où c'est un peu open bar, chacun fait ce qu'il veut, nos licences libres, elles ont pour but de collecter la donnée. Donc, quelqu'un qui veut utiliser Shiva, il va signer un contrat avec Shiva par lequel il va dire à chaque fois que je vais commercialiser mon produit, je vais reporter les tonnes de CO2 réduites. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous le fais en mode simple. Donc, nous, on saura que pour chaque boîte, le fait d'avoir mis à disposition de tous cette innovation va en fait nous rapporter énormément de retours climat. Peut-être beaucoup plus que ce que la boîte elle-même va faire, parce qu'en fait, lorsqu'on laisse un gros acteur s'emparer d'une innovation,
L'avantage, c'est qu'il a déjà un gros calibre, déjà des réseaux de distribution, etc. Donc ça peut aller très vite. Ça n'empêche pas que nos boîtes à nous, elles ont un modèle économique. On n'investit pas dans des boîtes qui sont censées rester petites. On veut qu'elles grossissent. Et elles ont toujours un modèle économique. Et elles sont toujours capables de dégager de la rentabilité. C'est important aussi pour que nous, à Time, avec les dividendes financiers, on puisse récupérer de l'argent qu'on va réinvestir. Donc il faut bien avoir ça en tête. Mais par contre, en jouant à un jeu collectif, en innovant à plusieurs, on va nous centraliser les retours climat. Et on va vous les rendre. Donc l'idée, c'est qu'en fait, l'investissement que vous faites dans Time, on joue un jeu collectif, et si on gagne, vous récupérez beaucoup plus de valeur climat. Donc, si je la fais en mode schématique, si par exemple Shiva fait 50 000 tonnes de CO2 et que ses licences libres font 1 million de tonnes de CO2, eh bien, on va faire remonter à Time for the Planet 1 050 000 tonnes de CO2 réduites qu'on va vous distribuer au prorata de distribution, de possession de vos actions. Ça, c'est les prochains sujets. C'est juste pour vous montrer d'autres idées d'innovation qui ont un impact très important. Alors, Compact Carbon Catcher, celui-là, c'est un dispositif qui permet de fractionner la molécule de CO2. Ça permet de réduire de 95% l'émission de CO2 d'un moteur. Ils avaient plutôt designé leur système pour de la mobilité voiture, camion. Nous, on pense que le marché est beaucoup plus facile sur les sujets bateaux. Donc, on voudrait plutôt attaquer par ce sujet-là. Donc, c'est ça qu'on discute avec eux. Mais en tout cas, ça permet d'arrêter maintenant les émissions de CO2 qui, de toute façon, ont lieu. Parce qu'avant que tout le monde soit à l'électrique, à l'hydrogène, etc., il va se passer du temps. Et je vous l'ai dit, 10 000 ans, chaque molécule de CO2 qui part dans l'atmosphère, c'est 10 000 ans. Donc, tout de suite, là, on peut avoir beaucoup de dividendes climat à faire en séquestrant ces émissions au moment où elles sont émises. Air Booster, c'est une solution pour réduire les besoins de chauffage sur les bâtiments qui sont en tôle et qui est déjà fonctionnel, avec énormément de demandes entrantes. Donc celui-là, on est assez près. Marine Permaculture, ça fait longtemps qu'ils sont là. C'est de la séquestration du CO2 par des plantes, des algues. C'est très très early stage, donc on est encore en train de travailler sur le modèle économique. Alors, où on en est, où est-ce qu'on va ? Eh bien, en 2 ans et demi, on a réussi à faire l'un des plus grands crowdfunding d'Europe, puisqu'on a levé en fait plus de 12,5 millions d'euros. Ça, c'est ce qui a été encaissé, si je puis dire. En termes d'engagement, on a des grands investisseurs qui se sont engagés sur des sommes importantes, mais étalées dans le temps. Et donc, on pense qu'on va atterrir proche des 15 millions à la fin de l'année en termes de fonds engagés, enfin en termes d'engagement, d'investissement en tout cas. On a réussi à créer la plus grande communauté citoyenne dédiée au climat sur Internet en France, parce que notre portée annuelle sur les réseaux sociaux est de 100 millions. On pense qu'elle va probablement doubler l'année prochaine. Donc Mehdi l'a bien expliqué, c'est pas juste pour le hype de se dire on est trop cool, mais c'est très très efficace dans le modèle en fait de créer cet immense écosystème qui va être un accélérateur formidable pour les innovations. Et puis on a une communauté, alors les chiffres vont trop vite en fait, on a une communauté qui augmente tous les jours puisqu'on a passé la barre des 70 000 actionnaires la semaine dernière je crois, donc ce week-end. Avec un investissement moyen de 180 €, donc c'est un investissement qui est important. Si on regarde des dons qui peuvent être faits dans des associations, on est sur un panier moyen plus important chez Time for the Planet, ce qui voilà, nous donne une première belle capacité d'investissement. Alors ça, c'est notre feuille de route idéale. Vous le savez, on a une immense ambition qui est de lever 1 milliard d'euros pour financer 100 innovations. Et ça va se faire par étapes. En 2022, on va atterrir probablement sur 7 à 8 investissements au total et sur une levée de fonds de 15 millions d'euros. Et l'objectif, c'est que d'ici 2025, on ait réussi à financer 30 innovations et lever 200 millions d'euros en France et à l'international, puisque on démarre notre développement international. Alors, par capillarité, on est déjà présent en fait à l'international, puisqu'on est présent dans 90 pays. Je crois on a des actionnaires dans 90 pays aujourd'hui. Mais c'est juste par
par effet de réseau en fait. Et donc on démarre un développement international structuré cette année au UK. Ça va être notre pays test. Donc voilà, on est à la recherche de cofondateurs UK pour développer le modèle là-bas, parce que les 200 millions d'euros, on n'ira probablement pas les chercher juste en France, mais on aura besoin de se déployer à l'international pour ça. Et puis même chose, on a besoin d'aller capter des innovations qui viennent un peu partout, et donc de se rendre visible plus mondialement. Alors quels sont nos besoins aujourd'hui pour accélérer? En fait, finalement, en 2 ans et demi, on a fait la preuve du modèle, on a fait la preuve que le modèle fonctionnait, que ce qui n'était qu'une idée fin 2019 est devenu très très réel, que ça va même plus loin que ce qu'on avait pu imaginer pour certains éléments. Mais maintenant, on a vraiment besoin d'accélérer, le modèle est là, on a besoin de plus de moyens pour pouvoir investir plus et pour pouvoir grandir, nous aussi, en termes d'équipe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est 10 permanents chez Time for the Planet et des milliers de personnes engagées à nos côtés bénévolement. Mais l'équipe permanente, c'est 10 personnes qui géreront tout ce qu'on vous raconte ce soir. Et pour pouvoir se déployer, on va avoir besoin de faire grandir l'équipe. On va avoir besoin d'un analyste, Mehdi et Denis, qui s'occupent de toute la partie détection des innovations et analyse marché. Plus on grandit, plus on a d'innovations, plus on a surtout on a des belles opportunités d'investissement qui se présentent et il faut qu'on soit capable de les traiter rapidement. Et donc pour ça, on a besoin de renforcer nos équipes. Même chose sur l'analyse scientifique qui va nous aider à être plus proactifs aussi dans notre capacité à aller chercher, identifier des innovations dans les laboratoires et pas juste les laisser venir à nous. Et puis quelqu'un pour accompagner les filiales, parce que comme vous l'a montré Mehdi, il y a beaucoup de choses qu'on met en place pour finalement mettre cet incroyable écosystème d'actionnaires de Time au service des innovations pour qu'elles se déploient plus vite. Et ça, ça demande un chef d'orchestre de toutes ces choses-là. Puis après, il y a tous nos frais d'avocats qui sont très importants, puisqu'on est un modèle très très bizarre, un ovni complet qu'il faut réussir à faire rentrer dans des cases. C'est un peu compliqué, et pour ça, on a besoin d'avocats qui sont très très bons et très créatifs, qui sont parfois aussi très très chers. Donc ça fait partie des frais importants de Time, et ça va continuer toujours très cher. Et on va rencontrer les mêmes problématiques quand on va se déployer à l'international. Il faudra aussi se faire accompagner sur ces sujets-là. Et puis les frais de développement web qui sont très importants. Mais Mehdi vous a expliqué la machine de guerre en fait qui était notre site internet et la manière dont ça se développait, c'est central chez nous. C'est pas juste une vitrine. Voilà. Donc l'idée c'est que à terme, si on veut fonctionner de manière plus performante encore, il faut qu'on puisse lever au moins 20 millions d'euros par an, parce que vous connaissez la règle qui s'applique aujourd'hui à Time, c'est que nous n'utilisons pas plus de 10% de notre levée de fonds pour notre fonctionnement. Ce qui est à la fois limitant, en même temps un bon challenge, parce que ça nous oblige à être extrêmement efficace. Mais du coup, ça demande que notre levée de fonds accélère aussi pour qu'on puisse continuer à se développer comme on l'a fait depuis 2 ans et demi. La levée de fonds, objectif de l'année, cette année, c'était de lever 8 millions d'euros. Donc c'est pas le total depuis le début, mais c'était pour cette année. L'objectif pour l'année prochaine, c'est de pouvoir lever 20 millions d'euros pour justement pouvoir faire grandir l'équipe et surtout augmenter notre capacité d'investissement dans les innovations qui nous sont présentées aujourd'hui, parce qu'on va arriver à un moment où en fait on va passer à côté de belles opportunités d'investissement parce qu'on n'en aura pas assez de moyens pour investir. Donc on a vraiment besoin d'accélérer notre levée de fonds. Et cette levée de fonds aujourd'hui et demain en 2023 ce sera la même chose. Elle s'organise comme ça, c'est qu'aujourd'hui 50% de notre levée de fonds vient du crowdfunding. Et puis 50% vient de ce qu'on appelle les grands investisseurs, qui sont en fait des entreprises, des entrepreneurs, des personnes fortunées qui investissent des tickets importants dans Time for the Planet et qui représentent aujourd'hui 50% de la levée de fonds. Et donc, je vais passer la parole à Emma qui va vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être investisseur pour la planète, et c'est cette posture d'investisseur pour la planète qui nous permet aujourd'hui de parler à des grands investisseurs justement et à les engager sur des investissements majeurs. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop endormis, parce qu'en fait c'est la partie la plus technique de toute la présentation. Donc j'espère que ce sera clair. Alors en fait, être investisseur pour la planète, alors ça veut dire être actionnaire de Time for the Planet, mais ça ne veut pas dire que ça. Et en fait, le modèle qu'on pousse avec Time for the Planet, c'est aussi vraiment de porter un nouvel œil sur qu'est-ce que ça veut dire d'être investisseur et d'être investisseur pour le climat.
Si on schématise, être investisseur pour la planète, c'est de se dire quand on investit 10 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros en capital dans une entreprise ou dans un fonds d'investissement, combien de tonnes de CO2 ont été réduites ou captées. C'est hyper basique. Et nous, c'est ce qu'on veut faire depuis le début avec Time for the Planet. Et en fait, quand on s'est rendu compte que cet outil n'existait pas, alors on a été un peu surpris, honnêtement, et on s'est dit, il faut le créer, et il faut le co-créer. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, on a co-créé avec l'ADEME, que vous connaissez peut-être, qui est un peu le bras armé du ministère de la Transition écologique, avec Carbone 4, qui est le cabinet de conseil de Jean-Marie Jancovici, avec la branche climat de l'ONU, l'UNFCCC, également des gros acteurs du carbone comme Gold Standard, qui certifie des crédits carbone de très bonne qualité, et aussi le CDP, qui est un gros organisme lié aux trajectoires carbone des entreprises. Et Sweep aussi, une entreprise qui fait un certain nombre de bilans carbone et qui aide les entreprises à décarboner à la fois leurs activités mais aussi leur portefeuille en tant qu'investisseur. Donc en fait, on s'est regroupé dans cette approche collective en se disant mais il faut absolument que ce soit possible d'être investisseur pour la planète. Il faut que ce soit possible de pouvoir se dire ok, je mets 50 000 euros dans ce projet-là, dans ce fonds-là, combien de tonnes de CO2 ça va représenter à 1 an, 5 ans, 10 ans. Alors, Mehdi, on a déjà un peu parlé, mais le principe des dividendes climat, il est très simple, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui sont paramétrées de A à Z pour décarboner l'économie. Là, on vous en a présenté 5, mais en fait, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Et l'objectif, c'est que ces entreprises-là, elles soient capables chaque année de dire, moi, mes produits ou mes services ont permis de réduire X tonnes de CO2 cette année, liées à des ventes de produits ou délivrer des services. Et ça, l'objectif, c'est que ça puisse être remonté aux actionnaires au prorata de leur investissement, exactement comme un dividende financier, c'est-à-dire que si je possède 10% de l'entreprise, je récupère 10% des dividendes climat. Sauf que la spécificité des dividendes climat, c'est que ça fonctionne un peu différemment d'un dividende financier, puisqu'en fait c'est une information extra-financière qui n'est pas un bien fongible, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas le céder, c'est vraiment intriqué dans l'actif. Mais ça permet, in fine, de mesurer la contribution à la neutralité carbone mondiale. Alors, ça fait beaucoup de mots d'un coup, mais en fait, c'est absolument crucial parce que aujourd'hui, quand on est un investisseur, on ne sait pas exactement combien de tonnes de CO2 ont été réduites par notre investissement et on n'a pas de moyen de le savoir. Et c'est extrêmement important que ce soit possible. Donc sur le fonctionnement, finalement, c'est assez simple et c'est vraiment sur un niveau extra-financier. Là, je vous ai fait une slide en anglais parce que tous les documents sont en anglais dans le cadre du dividende climat. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est une Climate Corporation va fournir tout un tas de documents avec des méthodologies étayées. Ça va être certifié par un auditeur. Donc aujourd'hui, on travaille avec KPMG, EY, mais aussi des plus petites boutiques de certification. Ils vont checker que effectivement leurs produits réduisent bien du CO2, qu'effectivement par rapport à un scénario de référence c'est très compétitif et ils vont être en capacité de dire cette année vous pouvez revendiquer X tonnes de CO2 réduites ou captées par votre entreprise. Et ces tonnes de CO2 sont transformées en dividendes climat et remontées aux investisseurs au prorata de leur investissement. Donc après il y a la question de la valorisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a expliqué le modèle, on n'en est qu'au début. Parce qu'après, en fait, OK, mais what's in it for me ? Enfin, c'est quoi l'objectif ? Le premier objectif, c'est la valorisation en termes de communication. En fait, la dimension extra-financière des actifs repose essentiellement sur la communication qui doit être transparente, solide et fondée sur des choses qui sont certifiées. Et l'objectif des dividendes climat, c'est de permettre à des entreprises, mais aussi des investisseurs individuels, de pouvoir se dire, OK, je le communique dans ma communication extra-financière volontaire, obligatoire. On parle aussi de comptabilité carbone volontaire. Et l'idée, c'est que ça puisse être une manière simple de dire, moi, j'investis tant dans des entreprises, ça représente tant de dividendes climat, donc voici ma contribution à la neutralité carbone mondiale. Et c'est aussi simple que ça. Sachant que je ne sais pas si vous avez déjà vu un questionnaire ESG, mais ce n'est pas du tout aussi simple que ça. En règle générale, c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'idée, c'est de vraiment permettre cette simplicité de remontée d'infos. L'objectif de ce soir, c'était aussi de vous donner un peu de visibilité sur où on en est de ce projet des dividendes climat. C'est né il y a 1 an et demi.
dans la tête de Mehdi essentiellement, mais c'est aussi né de plein d'échanges. Et l'année de 2022 a vraiment été une année de passage à l'échelle pour ce projet, puisqu'en fait, entre janvier et juin, on a rédigé 2 versions du protocole, on a fait des centaines de rendez-vous, on a eu l'immense chance de travailler avec 7 des plus grands experts mondiaux sur ces sujets-là, des gens du CDP, dont je vous parlais, de Gold Standard, des gens des Nations Unies, enfin vraiment des gens qui travaillent sur ces sujets depuis des années et qui ont vraiment dit il y a un trou dans la raquette, il faut absolument que ce dividende climat existe parce que c'est un réel besoin. Et donc ça, c'est hyper important parce que ça nous a permis de vraiment challenger le modèle, de créer la plateforme. Donc on a une bêta plateforme qui permet de générer des dividendes climat aujourd'hui. Et on a permis également de trouver des bêta-testeurs côté donc Climate Corporations dans le jargon, dans des entreprises comme celles dans lesquelles investit Time for the Planet qui génèrent des dividendes climat, mais aussi des fonds d'investissement qui sont très intéressés nécessairement parce qu'en fait aujourd'hui, quand on est un fonds à impact, quand on est un fonds vert et qu'on se pose la question de comment on mesure son impact, ben on cherche des façons de le faire de manière comparable, de le faire de manière mesurable et que ce soit crédible. Et là, jusqu'à la fin de l'année, il s'est là encore passé plein de choses sur le 2e semestre. En fait, on a recruté la directrice générale de l'association des dividendes climat qui s'appelle Laura Bollier, qui du coup est à la tête d'une association qui est indépendante, structurée juridiquement sous la forme d'une association loi 1901. Mais comme elle est basée aux US, vraisemblablement, elle va très vite aussi déployer le projet aux États-Unis pour faire en sorte que le dividende climat soit un outil utilisé des 2 côtés de l'Atlantique et même dans le monde entier. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet vraiment de structurer le projet. Le gros chantier là, de la fin de l'année, c'est que on a enclenché un travail de normalisation. Alors, là encore, pas super funky comme sujet, mais c'est hyper important. Parce qu'en fait, le dividende climat, c'est une chaîne. C'est une chaîne qui passe de la certification, on s'appuie sur les méthodologies les plus à jour en matière de carbone. Cette certification, elle devient du coup normalisé, c'est-à-dire qu'on va standardiser avec une norme ISO qu'est-ce que c'est qu'un dividende climat. Et à partir du moment où c'est normalisé, on peut comparer. Et ça veut dire qu'on peut comparer une Climate Corporation de Shenzhen et une Climate Corporation de Buenos Aires et une Climate Corporation de Guingamp, si on veut. Et c'est tout pareil. Et en fait, ça, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une méthodologie unifiée. Et donc, on a réellement besoin de ce travail-là. Parce qu'en fait, une fois qu'on peut comparer les actifs, bah à ce moment-là, en fait, on peut encourager et en franglais incentiver, c'est-à-dire qu'on peut savoir qui sont les meilleurs investisseurs pour la planète, les fameux, et quelles sont les entreprises qui sont les plus décarbonantes à l'échelle mondiale. Et en fait, ça, c'est vraiment essentiel de le comprendre, et c'est pour ça qu'en fait, le processus de normalisation, alors avoir une norme ISO dividende climat, ça va prendre plusieurs années, mais là, on a enclenché, donc c'est le jargon, hein, International Workshop Agreement, qui en fait est le travail préparatoire pour faire en sorte que ça advienne. Et sur le plus long terme, l'objectif des dividendes climat, c'est de faire en sorte que de manière native, les plus grands référents carbone aujourd'hui, donc là on parle de Gold Standard, le Science Based Targets Initiative, c'est beaucoup de gros mots jargonneux, mais c'est des institutions extrêmement importantes, que de manière native, le dividende climat soit inclus, sachant qu'on parle déjà avec toutes ces institutions et que pour le moment, vraiment, l'enthousiasme est complet sur l'utilité et le besoin auquel ça répond. Pour le tour d'horizon de où on en est des dividendes climat. Et c'est là où, en fait, l'objectif de ce soir, c'était de vous expliquer mais à quoi ça sert, ce dividende climat, pourquoi c'est intéressant, et pourquoi un dividende climat, c'est un accélérateur de la transition. Bah déjà, les dividendes climat que nous, on va vous reverser en tant que Time for the Planet, et plein d'autres fonds qui vont aussi travailler avec cet outil-là. Comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est vraiment que ce soit un outil transversal et utilisé par un très grand nombre d'acteurs. On est en contact avec des banques, avec des fonds d'investissement de toutes sortes. L'objectif, c'est de pouvoir mesurer et de pouvoir faire en sorte qu'il y a un vrai lien entre l'impact carbone et la valorisation financière, avec comme idée de dire bah, plus on a d'impact, plus ça vaut de l'argent. Et pour être très concret, en fait aujourd'hui nous on parle avec des fonds d'investissement qui nous disent bah oui on sait la climate tech c'est top, on fait des exits de dingue, enfin les valorisations sont très prometteuses, mais aujourd'hui c'est au stade de climate goodwill. Je sais pas si vous êtes familier avec cette idée de goodwill, c'est souvent comment on valorise la valeur d'une marque, mais c'est assez flou. Et l'idée avec les dividendes climat, c'est de vraiment pouvoir dire, bah, une entreprise qui génère 200 000 dividendes climat par an, elle vaut plus d'argent qu'une boîte qui
qui génère 100 000 dividendes climat par an est plus qu'une boîte qui génère 0 dividende climat par an. Et en fait, ça s'illustre très bien comme ça. Alors, on marque hypothèse en gros parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça que la finance fonctionne. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire, quand on est un investisseur et qu'on a des actions qui génèrent des dividendes financiers et ou des dividendes climat, ça vaut plus. Parce qu'en fait, c'est de ça dont on a besoin pour aligner performance carbone et performance financière. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu tout le schéma. Et ça, c'est des modèles vraiment dont on parle avec des acteurs de régulation, des acteurs comme l'ADEME qui sont extrêmement portés par ces modèles-là parce qu'en fait, ils savent qu'il faut qu'il y ait une manière de mesurer l'impact positif de chaque investisseur en matière de climat. Après, si on prend Time for the Planet concrètement, alors on a déjà un peu parlé de nos objectifs d'impact, donc nos objectifs d'impact minimum. Alors l'objectif, c'est d'être à peu près à 64 millions de tonnes équivalent d'ici 2031, sachant que ça, donc c'est à minima, puisqu'en fait, si le modèle open source fonctionne autant que ce qu'on espère, ça peut ce chiffre peut être multiplié par 10. Facilement. Mais l'objectif, c'était de vous montrer ce soir aussi quelque chose d'un petit peu conservateur, comme on dit, sur ces hypothèses-là. Et de se dire, à partir de cette mesure d'impact, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant qu'investisseur par rapport à mes dividendes climat? Donc vous faites partie des investisseurs qui ont investi avant 2022. Donc vous appartenez aux premiers investisseurs. Et dans le futur, vous pourrez potentiellement revendre vos actions. Et en fait, c'est là où ce modèle d'impact et de valorisation de l'actif Time for the Planet intervient. Puisqu'en fait, aujourd'hui, vous avez 2 modalités de sortie de Time for the Planet. Nous, on a un engagement moral vis-à-vis de nos actionnaires à racheter les actions à 1 € la part d'ici 10 ans. Mais il y a aussi une autre modalité de sortie, qui est une modalité par ce qu'on appelle le marché secondaire. En fait, pour comprendre ça, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, tous les régulateurs avec qui on discute, toutes les grandes institutions qui travaillent sur ces sujets, nous disent que le climat réglementaire va énormément évoluer, va même se durcir et va obliger un certain nombre d'acteurs à posséder des actifs décarbonants, donc des actifs qui génèrent des dividendes climat. Et aujourd'hui, il faut aussi avoir en tête que le carbone, ça a une valeur. Sur le marché volontaire, ça vaut 6 €. Sur le marché qu'on appelle obligatoire, ça vaut pratiquement 100 € aujourd'hui. Donc, le carbone a une valeur. Et dans un contexte de réglementaire et aussi d'opinion publique lié à ça, on peut très facilement se dire que des actions de Time for the Planet ou d'autres entreprises d'ailleurs qui génèrent beaucoup de dividendes climat auront de la valeur. Et ça ne change rien à la mission de Time for the Planet, c'est-à-dire que nous, on ne propose pas de TRI financier à proprement parler avec des dividendes financiers. On ne versera que des dividendes climat à nos actionnaires, mais c'est là où la beauté se produit, c'est que plus Time for the Planet réussit sa mission, plus elle réduit des tonnes de CO2 et du carbone, plus elle génère de dividendes climat pour ses actionnaires, et plus ça crée de la valeur, in fine, pour les actionnaires. Et c'est là où, en fait, on touche du doigt comment aligner ces deux choses-là. Et c'est dans cette idée d'avoir un marché secondaire de personnes, d'acteurs et d'institutionnels qui seront en demande d'actifs générant des tonnes de CO2 certifiées. Je vous avais dit, c'était compliqué, Donc là, je ne vais pas vous lire tout le tableau parce que ça fait un peu test de vue. En plus, il y a 50 milliards de chiffres, etc. Et là, on prend un très gros chiffre, 100 000 €, c'est beaucoup d'argent. Mais l'idée, c'est de se dire, quand on investit 100 000 €, mais ça peut être 1 000 € ou 500 € dans Time for the Planet, eh bien, si on souhaite revendre ses actions à un moment donné, en 2025, en 2026, en 2028, en 2031, eh bien, on va être en capacité de vendre ses actions à un prix qui est un prix de marché, donc le fameux marché secondaire, qui va être la valeur d'achat des actions augmentée de la valeur liée à leur capacité à générer des dividendes climat. À générer des dividendes climat, là on prend l'hypothèse que ce serait pendant au moins 2 ans. Et on prend un prix de la tonne de CO2 à 2 €, ce qui est extrêmement conservateur, puisque comme je vous le disais, c'est plutôt 6 € la tonne aujourd'hui. Et c'est se dire, voilà, moi je suis actionnaire de Time for the Planet, j'ai investi dans le projet, j'ai permis de réduire des tonnes et des tonnes et des tonnes de CO2, et maintenant j'ai envie de sortir.
et je vais pouvoir le revendre à des personnes qui sont intéressées par les tonnes de CO2 qui vont être générées dans le futur, et je vais l'incorporer à la valeur de vente de mon action. Donc très concrètement, ça donne ça. C'est-à-dire que si, quand on achète des actions de classe B, donc les fameuses classes par année en 2022, en 2028, on a deux possibilités. Soit on se dit, je vais garder mes actions et puis je vais récupérer mes 8196 dividendes climat en 2028, ou je vais me départir de ces actions et je vais les revendre à un prix de marché qui sera donc la valeur nominale, je crois que c'est ça le terme, de 100 000 euros, augmentée de 30 000 euros qui sont liés à la valeur du carbone généré par ces actions et qui dans le futur. Et évidemment, si je reste plus longtemps, les actions de Time for the Planet, les entreprises ont encore grandi, elles ont encore décarboné, et donc dans ce cas-là, plus longtemps je reste, plus mon actif prend de la valeur. Donc c'est assez complexe, c'est un modèle qui est naissant et qu'on est très très heureux de pousser aujourd'hui, parce qu'en fait on a la conviction que c'est vraiment ce vers quoi le monde tend et peut tendre et devrait tendre. Et je voudrais conclure un peu cette partie, et puis je laisserai Mehdi vraiment conclure cette présentation. C'est qu'en fait, Time for the Planet, depuis le départ, a cette ambition de se dire il faut qu'on puisse aligner la façon dont on fait du business et la façon dont on lutte contre la catastrophe climatique. Et on pense que c'est vraiment ce modèle-là qui permet d'atteindre cet objectif-là. Et de décarboner de manière massive et systémique grâce à des innovations qui le sont grâce à vous, qui existent grâce à vous. Et pour finir, on aime bien les petits schémas à Time for the Planet. En tant qu'investisseur de Time for the Planet, un peu de la première heure, alors il y en a certains qui sont actionnaires depuis quelques mois, mais d'autres depuis quelques années, vous faites partie des précurseurs. Et c'est grâce à des précurseurs comme vous qu'on a pu faire la preuve de concept, le fameux POC de Time for the Planet, et c'est grâce à vous qu'on va entraîner des actionnaires visionnaires qui entraîneront eux-mêmes des actionnaires pragmatiques, des conservateurs, etc. Et nous, on a la véritable conviction que détenir un actif de Time for the Planet, c'est être investisseur pour la planète, et c'est pouvoir proposer un nouveau modèle d'investissement vertueux et qui permet vraiment de lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique. Voilà. Ouais, merci beaucoup Emma du coup d'avoir pris en charge la partie la plus technique. C'est certain que je me serais embrouillé si j'avais essayé d'expliquer les tableaux. Il y a quelques semaines, j'ai appris que une personne qui travaille dans une institution qu'on essaye de convaincre de rejoindre Time for the Planet avait dit qu'on était un projet de zadiste. C'était particulièrement difficile à entendre pour moi, qui suis totalement incapable de déplier une tente. Et donc j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et la personne avait juste bloqué sur le site internet quand elle avait vu Time for the Planet est un fonds d'investissement à but non lucratif. Et je pense que ce qui l'énervait au fond d'elle, c'est qu'elle avait la conviction qu'en faisant ça, on voulait déclarer que c'était mal que l'argent rapporte de l'argent. Alors que ça n'a jamais, une seule seconde, été quelque chose qui nous a effleuré l'esprit. La seule raison pour laquelle on a dit qu'on ne voulait pas faire de rendement financier sur cette société, c'était pour avoir la liberté de pouvoir investir dans des projets qui, sinon, ne sont pas financés par le monde financier classique. Il y a déjà des fonds d'investissement, il y a des très gros fonds, il y a des fonds ESG, il y a une offre financière qui est pléthorique. Le fait est que pour l'instant, cette offre financière n'a pas encore permis, en urgence, de financer réellement à grande échelle la lutte contre le changement climatique. Et c'est pas si compliqué de ça de se rendre compte des trous dans la raquette. On l'a dit tout à l'heure. Si maintenant vous cherchez un placement, vous allez gagner de l'argent avec de l'argent investi. Vous avez des milliers de critères pour pouvoir évaluer le niveau de risque, le niveau de rendement, les preuves de concept déjà faites sur l'investissement, etc. Vous voulez investir dans un projet climat, vous n'avez aucun indicateur pour savoir ce que vous allez vraiment générer comme retour climat ou ce qui a été généré par le passé, qui ont été les meilleurs investisseurs, quelles ont été les meilleures startups, aucun indicateur. Avec le dividende climat, maintenant, il y en a un. C'est déjà bien.
Et donc, nous, maintenant, ce qu'on voudrait essayer de faire passer comme message, et c'est ça vraiment le centre du sujet, c'est que l'idéal, ce serait d'arriver à faire en sorte qu'on puisse générer de la valeur financière à partir d'une valeur extra-financière. J'ai fait beaucoup de bien à la planète et c'est ça qui m'a permis de gagner de l'argent. Et exclusivement ça. Ce modèle, nous, on y croit. C'est pour ça qu'on embarque des grandes institutions dedans. C'est pour ça qu'on fait en sorte que ce soit reconnu par les grandes institutions mondiales, parce que notre pari, c'est que faire rentrer maintenant une banque, une grande institution financière dans Time for the Planet, c'est très difficile. On essaye, on sait que c'est très difficile. Par contre, dans quelques années, avec les régulations qui sont de plus en plus fortes, l'exigence de montrer qu'on a réellement décarboné son portefeuille, qu'on a réellement financé la transition, l'exigence des citoyens qui est de plus en plus prégnante. C'est assez incroyable en ce moment. On voit des ministres s'adresser directement à des citoyens qui ont simplement monté des blogs pour dire « il y en a marre qu'il rien ne se passe ». C'est pas rien en fait qui est en train de se passer en ce moment. On sait que ça va avoir de l'impact. Nous, notre conviction, c'est que tout ça, ça va faire qu'à un moment donné, acheter un actif qui génère du dividende climat, ça va être obligatoire. Et donc, autant s'y mettre tôt et faire en sorte que nos investisseurs à nous aient investi pour être sûr de générer le plus possible de dividendes climat plus tard. Et on a plusieurs entreprises qui ont déjà fait ce pari en investissant des centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros dans Time for the Planet. On l'a vu, 50% de la levée. Ce n'est pas tant d'acteurs différents que ça, parce qu'en fait, les montants sont plus importants qu'avant. Au début, un gros investissement chez Time, c'était 50 000 euros. Depuis qu'il y a le dividende climat, c'est des centaines de milliers, c'est des millions d'euros. Et on n'est que sur des acteurs qui sont encore des acteurs de type PME, ETI. Quand les grandes entreprises, les grandes institutions financières, les fonds de fonds auront rejoint ça, à ce moment-là, le milliard, il sera à portée de vue. Et l'important, c'est que d'ici là, on ait réussi à démontrer qu'on fait les bons investissements, bien sûr. Et grâce au fait qu'on a ce statut où on n'a pas besoin de vous dire quand est-ce qu'on va sortir de telle boîte, quand est-ce qu'on va vendre telle entreprise, quand est-ce qu'on aura le retour financier exact pour être sûr que dans les 10 ans, on ait pu réussir à faire un retour en théorie comme annoncé. Comme on a cette liberté incroyable que personne d'autre n'a, eh bien, on sera capable d'avoir des retours climat que personne d'autre n'a. C'est ça notre certitude. Et on espère que vous partagerez cette vision en parlant autour de vous et en faisant en sorte que tout le monde commence à raisonner en dividendes, mais de type climat. Ça veut dire que c'est l'apéro.